Bienvenue dans Urbis en parle. Aujourd'hui, je suis avec Bilal, Bonjour à tous. président d'une section des jeunes socialistes de. Jette. Bilal, je te laisse te présenter avant qu'on commence les questions. Ouais. Alors, salut tout le monde. Merci à Yurbis de m'avoir invité. Moi, je m'appelle Fayad Bilal, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en sciences politiques à l'ULB en deuxième année. Et comme Yurbis l'a dit en introduction, je suis président des jeunes socialistes à Jette et secrétaire administratif de la section du Parti socialiste à Jette également. Beaucoup de travail, du coup. Beaucoup de travail. Bah, justement, en me parlant de PS, et comme les gens peuvent le voir dans mon fond, on va commencer à parler du socialisme en Belgique. Et d'ailleurs, ta première question est la Allons. suivante. Qu'est-ce que le socialisme représente pour toi en tant que jeune socialiste Ouais. dans un monde où d'autres idéologies comme le libéralisme, le néolibéralisme et le populisme semblent dominer le débat public? Bah, pour moi, le socialisme, en fait, ça représente la promesse d'un monde nouveau, un monde meilleur, un monde où il y a plus de solidarité, un monde où tout ce qui est discrimination, etc., ne sont pas d'actualité, un monde où des possibilités de rêve et où des possibilités de futur sont possibles et où chacun peut rêver et peut avoir le droit de rêver. Je me vois pas rêver dans un monde libéral parce que je pense que les conditions sociales et économiques que le libéralisme amène, dans ma condition à moi, et d'où je viens, donc un arabe marocain d'origine donc marocaine et immigré, d'origine immigrée, j'aurais du mal à me voir et à rêver dans un monde libéral. Alors que je me vois rêver dans un monde social, un monde où je sais que prendre le bus, bah, ça me coûtera pas une blinde, où je sais que ma santé est assurée, où je sais que mon éducation, ben, plus qu'un système, c'est un droit, où je sais que si je travaille, ben, je ne serai pas la victime de mon employeur, mais que j'ai Mhm. des droits aussi. Et pour moi, c'est ça le socialisme. Pour moi, c'est une égalité et cette égalité se construit ensemble et en construisant ensemble, on construit aussi l'avenir. C'est très très beau, hein. Merci. C'est très très beau. Mais je pense qu'il y a une question d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent. En quoi le socialisme se distingue-t-il des autres idéologies comme le communisme et le progressisme? Est-ce que tu penses que les jeunes confondent parfois ces courants? Et si oui, comment bien les différencier? Bah, alors, la première chose avec laquelle je vais commencer, c'est dire que le socialisme n'est pas une idéologie. Le socialisme Ok. est un courant de pensée. Un courant de pensée, c'est une manière de voir le monde. C'est ça le Mhm. socialisme. Donc, on représente souvent le socialisme avec ce mot l'égalité. C'est vrai, il y a d'autres manières de voir le monde, mais c'est vrai, Mhm. l'égalité est au centre de ce courant de pensée. Et ensuite, dans ce courant de pensée, il y a des idéologies. L'idéologie du Parti socialiste, c'est le socialisme réformiste, progressiste et démocrate. Le communisme se distingue avec cette volonté de vouloir abolir la propriété privée, qui n'est pas dans le programme du Parti socialiste. Je pense que c'est l'une des différences vraiment fondamentales, parce qu'au final, étant tirés d'un même courant de pensée, les deux ont un objectif commun, à savoir d'essayer d'atteindre l'égalité. Mais l'une des distinctions majeures, je pense, selon moi, c'est le rapport à la propriété privée. Les communistes n'ont pas le même rapport à la propriété privée, ils sont même pour l'abolition de cette propriété privée, ce que nous ne sommes pas dans notre idéologie, et Mhm. aussi la manière dont l'État doit fonctionner. Les communistes voient l'État comme étant tout, c'est-à-dire que tous les moyens de production, tous les moyens de la société sont aux mains de l'État. Là où la social-démocratie réformiste et progressiste, elle conçoit le privé et parfois même travaille avec le privé, parce qu'on pense aussi que le privé, c'est ensemble, c'est en travaillant en fait avec le privé qu'on peut construire une société. Donc je pense que ce sont deux différences fondamentales. Maintenant, est-ce que les jeunes savent faire la différence? Je dirais que oui et non. C'est vrai que parfois le socialisme, c'est souvent confondu avec le communisme. On a souvent eu cette idée que le communisme et le socialisme elles sont égaux et c'est la même chose, alors qu'en fait pas du tout. Déjà, un, parce que le communisme c'est une idéologie, pas un courant de pensée. Deux, parce que le communisme veut l'abolition de la propriété privée, ce que dans notre idéologie nous ne voulons pas. Trois, il exclut toute aide en fait venant du privé ou toute potentialité venant du privé, ce que la social-démocratie ne réfute pas non plus. Donc je pense que c'est vraiment là où les enjeux se font. Maintenant, très difficile de dire si les jeunes les confondent ou non. Franchement, très difficile de le dire. S'ils les confondent, bah, j'espère avoir apporté une réponse. Sinon, Mhm. ben, move on.
On parle souvent du PS comme un parti assez vieux, assez vieillot, avec des idées qui ne touchent plus vraiment les jeunes. À ton avis, que devrait faire un parti comme le PS ou même les JS pour moderniser leur discours et attirer davantage les jeunes en Belgique? C'est vrai que le Parti socialiste est un vieux parti. Il existe Mhm, depuis 140 ans, et depuis 140 ans, il a toujours été aux côtés des Belges. Il a toujours été dans l'espace médiatique et dans l'espace public, toujours à défendre des causes qui, ma foi, sont plus que les bienvenues. Que ce soit le droit de vote, que ce soit la sécurité sociale, le droit au chômage, l'accès au transport public, les bibliothèques publiques, l'éducation, etc., etc., etc. mhm, Maintenant, c'est vrai que pour la jeunesse actuelle, il y a aussi d'autres défis, d'autres d'autres volontés, d'autres sensibilités qui doivent être comprises aussi par le parti. mhm, Par exemple, j'entends aujourd'hui beaucoup de jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est une problématique à laquelle nous devons pouvoir répondre. Donc, c'est vrai qu'en ce sens, le Parti socialiste en tant que tel, qui est un très très bon parti en soi, doit aussi pouvoir voir que la jeunesse, aujourd'hui, a d'autres préoccupations, et elle a d'autres préoccupations parce que le Parti socialiste a répondu aux préoccupations premières, à savoir le droit à l'éducation, à savoir le droit au chômage, à savoir le droit au travail, à savoir le droit au vote, etc., etc. Ce sont des problématiques auxquelles le Parti socialiste a répondu, et parce qu'il y a répondu, la jeunesse a de nouvelles problématiques. Et donc le Parti socialiste doit aussi évoluer avec ces nouvelles problématiques, notamment par exemple la problématique de l'entrepreneuriat, qui est une problématique qui touche énormément de jeunes qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a d'autres problématiques, par exemple la précarité étudiante, et ça, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Parti socialiste en a aussi fait son fer de lance, avec toute la lutte contre le décret paysage, mhm. qui doit continuer impérativement et qu'on ne doit pas lâcher. Donc il y a ça. Et donc voilà, c'est dans ce courant que le Parti socialiste doit s'inscrire, qu'il a commencé à s'inscrire, notamment avec Martin Casier par exemple, notre député au Parlement de Bruxelles et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mhm. Et nous devons continuer sur cette voie. Nous devons continuer à écouter les attentes des jeunes, à comprendre ce sur quoi est-ce que le Parti socialiste a déjà répondu et ce sur quoi il doit maintenant répondre. Mhm. Voilà. Tu parlais d'entrepreneuriat. Ouais. Aujourd'hui, en Belgique, quand on parle d'entrepreneuriat, on voit plus le MR et même les engagés être, comment, comment dire, le protecteur des entrepreneurs. Est-ce que tu Ouais. réfutes cette pensée? Je le réfute complètement. Complètement. Je pense que le socialisme, en Belgique, du coup, le Parti socialiste, défend beaucoup plus les entrepreneurs que le MR et les engagés réunis. Pourquoi? Mhm. Le socialisme, le Parti socialiste, a mis en place ce qu'on appelle l'indexation automatique des salaires. Ah oui. Donc l'indexation automatique des salaires, Mhm. tout simplement, c'est le fait que votre salaire augmente automatiquement en fonction de l'augmentation de l'inflation. Donc l'inflation augmente, votre salaire augmente. Mhm. Pourquoi? Pour tout simplement suivre la courbe de l'inflation et donc ne pas baisser votre pouvoir d'achat et toujours avoir la possibilité de continuer à vous payer des choses, utiles ou pas utiles, ça c'est comme vous voulez, mais pouvoir continuer à vous payer des choses et ne pas perdre en pouvoir d'achat. C'est une mesure qui a souvent été abrogée par le mouvement réformateur et par les engagés, alors que cette mesure est essentielle pour les entrepreneurs. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou non, mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir donner du pouvoir d'achat aux citoyens, à eux y Mhm. compris, c'est-à-dire aussi pouvoir continuer à consommer. Si ma valeur baisse à cause du pouvoir, à cause de mon pouvoir d'achat et à cause de l'inflation, Mhm. alors ça veut dire que ma consommation va baisser aussi. Si mon téléphone, je ne peux pas me l'acheter parce qu'il coûte trop cher et que mon argent n'a pas suivi, c'est de l'argent qui ne rentre plus dans le système économique. C'est de l'argent que je garderai pour moi, pour d'autres achats, mais que je ne dépenserai plus dans le système économique. Alors que grâce à l'indexation automatique des salaires, mon salaire suit, donc mon pouvoir d'achat suit, et vu que mon pouvoir d'achat suit, alors je continue aussi à pouvoir consommer et donc à investir dans le système économique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le Parti socialiste voit l'entrepreneuriat aussi à travers un filet de sécurité qu'est l'État, et pas que du privé. Et malheureusement, c'est quelque chose sur lequel le MR joue énormément, et les engagés aussi maintenant, c'est de se dire que tout doit revenir au privé. Tout. Alors que non. Pour un jeune, moi, j'espère que d'autres jeunes se reconnaîtront aussi, je pèse pas des milliers d'euros, hein. Je n'ai rien en poche.
j'ai que dalle. Donc si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est plus qu'un risque pour moi. C'est un risque, je dirais même presque mortel. Parce que, un faux pas, et j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Là où le Parti socialiste, lui, conçoit l'entrepreneuriat par une aide venant aussi de l'État, par une sécurité venant aussi de l'État. Donc l'État doit aussi pouvoir assurer l'entrepreneur et pouvoir le lancer. Il y a ça. Par exemple aussi en région Wallonne, on a appris récemment que les engagés et le MR avaient dégagé les 7 500 € de subsides que l'État donnait aux entrepreneurs et enfin aux petits commerces pour pouvoir continuer à se lancer. Mais c'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire qu'on dit d'un côté qu'on veut aider les entrepreneurs, de l'autre, on dit non, bah du coup, on vous retire les subsides qui vous aident justement à vous lancer. Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens. Et enfin, et ça c'est un truc sur lequel le MR et les engagés, mais surtout le MR a énormément joué durant la campagne électorale, ça a été les taxes. On est trop taxé, trop de taxes, trop de taxes, trop de taxes. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'ils ont gagné? Les taxes alimentaires sont montées à 9%, donc augmentation, et ils ont baissé les taxes sur les grandes fortunes. Concrètement, ça veut dire que les taxes ont baissé jusqu'à 3% pour les grandes fortunes, pour des personnes qui, on ne va pas se le cacher, ont les moyens. Mais pour les classes moyennes, les taxes n'ont pas bougé. Rien du tout, que dalle. Rien. Désolé, mais pour moi, c'est pas aider les entrepreneurs. En aucun cas, ça aide les entrepreneurs. Et donc voilà pourquoi est-ce que je considère que le Parti socialiste est beaucoup plus bénéfique pour les entrepreneurs que le MR et les engagés. Il y a aussi d'autres raisons, mais là on rentrerait dans une discussion qui pourrait durer fort longtemps. Non, très très longtemps. D'ailleurs, en parlant des MR et engagés, les dernières élections ont montré que les partis de droite, du coup, MR et engagés, qui sont censés être de centre, en Belgique, ont quasiment tout gagné. Que ce soit en Wallonie, dans la fédération Wallonie-Bruxelles, en Flandre et peut-être, du coup, pour la coalition Arizona. Comment interprètes-tu cette évolution et quel rôle penses-tu que le socialisme peut jouer pour répondre aux préoccupations des électeurs? Bah, déjà, moi je pense pas que ce soit forcément une victoire du MR ou bien des engagés. Pourquoi? Je pense que, il y a eu une division des voix de la gauche. C'est-à-dire que les voix de la gauche sont beaucoup plus divisées qu'autre chose. Si par exemple, on venait à mettre la somme de tous les partis de gauche en Wallonie, par exemple, ensemble, on serait quand même, en Belgique en général, on serait quand même, la gauche est quand même supérieure à la droite. En Belgique, ça c'est un fait, c'est mathématique, vous avez juste à compter. Rien qu'au Parlement fédéral, par exemple, si PS et Boreuil étaient ensemble, ils formeraient à eux deux la plus grande famille politique du Parlement fédéral. Les socialistes, en Belgique, au niveau national, c'est la plus grande famille politique de toute la Belgique. Donc la gauche reste quand même fort présente. Maintenant, pourquoi est-ce que le MR a augmenté et encore augmenté, et pourquoi est-ce que les engagés ont suivi? Pour commencer par les engagés, je pense qu'il y a eu cet effet de nouveauté. Donc ce slogan de oser changer, etc., etc. Ce que malheureusement, ça ne s'est pas produit en fait. Dans les faits, ça ne s'est pas produit quand ils sont arrivés au pouvoir. Parce que oser changer, d'accord, mais ils veulent abolir les 12 € par mois au tech. Ils ont retiré, comme on l'a dit tout à l'heure, les 7 500 € de subsides. Je vois pas où est changé. Et d'ailleurs, tu as dit qu'ils étaient de centre. Pour moi, ils sont de droite. Ils sont de droite. Ils sont de droite, pourquoi? Parce que, et là, j'aimerais poser juste une question. Maintenant, si plus tard tu interviews des engagés, tu pourras peut-être leur poser. Concrètement, quand on est de centre, c'est-à-dire qu'on allie à la fois les idées de la gauche et à la fois les idées de la droite. C'est la définition. Si on allie qu'une seule des idées, c'est-à-dire qu'on est soit de gauche, soit de droite. Mais si on veut allier les deux, c'est-à-dire qu'on est de centre. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la gauche et la droite. Mais donc, ça veut dire aussi que quand on monte au pouvoir, ça doit se faire ressentir. Concrètement, quand ils sont montés au pouvoir, en Wallonie par exemple, quel combat de gauche est-ce que les engagés ont mis sur la table face au MR? Concrètement, quel combat, qui est un combat à gauche, est-ce que les engagés ont défendu contre les MR? Je n'en vois aucun. Et je pense que ça, c'est une question qu'il faudrait leur poser, parce que personnellement, je n'en vois aucun. Ensuite, nous avons le MR. Le MR, et ça lui-même le dit, le MR est un parti qui est le seul parti à droite en Belgique francophone. Et donc c'est un parti qui allie à la fois une aile conservatrice
et à la fois une aile progressiste. Mhm. Georges Boucher, donc le président du MR, a énormément joué sur la voie conservatrice durant la campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'il savait que la voie progressiste était déjà dans son camp. Les gens qui sont pour le libéralisme sont déjà dans son camp, ils vont déjà voter MR. Donc c'est déjà un vote qui est acquis. Et donc quel vote est-ce qu'il fallait aller chercher? Il fallait aller chercher le vote qui est beaucoup plus à droite, conservateur, voire même extrême droite, si je puis me permettre, quand on voit les quelques personnes du RN ou autres qui sont arrivées chez le MR. D'ailleurs, en parlant de ça, Oui. de l'extrême droite, est-ce que pour toi, Georges Boucher est d'extrême droite? Je pense pas que Georges Boucher soit d'extrême droite. Je pense qu'il il veut attirer des voix qui sont conservatrices ou d'extrême droite. Je pense pas que lui soit intrinsèquement d'extrême droite. Mhm. Sinon, je pense pas non plus que le Parti socialiste aurait fait des coalitions avec lui ou lui aurait même adressé la parole. Maintenant, les propos de Georges Boucher sont inacceptables, hein, qu'on s'entende bien. C'est c'est honteux ce qu'il dit sur n'importe quel sujet. Et ça, en fait, ça fait partie juste d'une stratégie. Et cette stratégie, c'est une stratégie bien huilée de occuper l'espace médiatique, de faire parler de soi. On dit, là, le dicton dit que aucune pub n'est mauvaise. Mhm. Tant qu'on vous fait de la pub, c'est bien. Ça vous profitera d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord parce que je pense que Georges Boucher est en train de jouer un jeu dangereux. Et le seul conseil que je donnerais, c'est que quand on veut jouer avec l'extrême droite, généralement, l'extrême droite gagne et nous, on perd. On ne gagne pas face à l'extrême droite. On ne gagne pas. C'est un jeu dangereux et c'est un jeu auquel je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, je sais pourquoi, les voix, bien sûr, mais sur le long terme, est-ce que ça va tenir et est-ce que Georges Boucher a pensé sur le long terme? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais tout ce que je sais, c'est que quand on joue avec l'extrême droite, malheureusement, c'est un jeu auquel nous ne pouvons pas gagner. Comment vois-tu la place du Parti socialiste dans dans ces négociations et quelles priorités devrait-il défendre pour les jeunes? Bah alors, la place du Parti socialiste, et ça le président du parti, Paul Magnette, l'a déjà très bien dit, c'est l'opposition. C'est Mhm. l'opposition parce que on voit qu'il y a au niveau fédéral en tout cas, une coalition fort dangereuse pour le pays qui arrive, une coalition qui ne colle absolument pas avec les valeurs et les idées du Parti socialiste. Des coalitions qui sont antisociales, qui sont parfois, je dirais même, antidémocratiques, puisqu'on s'attaque à des droits, tels que le droit au chômage par exemple, ou le droit à l'éducation. Une coalition qui va faire énormément de mal, en fait, qui va régresser le pays, qui va faire régresser le pays plutôt que le faire progresser. Et ça, c'est dommage. Je pense que le socialisme, étant donné que c'est un parti qui est tiré de la rue, initialement, est un parti de lutte, c'est un parti qui doit continuer à s'opposer fermement et sa place là maintenant, c'est dans l'opposition. Il Mhm. doit être la voix de l'opposition en Belgique, dire non, continuer à organiser des manifestations, des grèves dans le cadre de l'action commune, donc c'est-à-dire l'action des syndicats, des mutualités et du Parti socialiste, pour éviter toutes ces régressions, qu'elles soient sociales, démocratiques, économiques, etc., etc., etc. Maintenant, quelle priorité est-ce qu'il doit mettre pour les jeunes? Ça, comme je l'avais dit là tantôt, par exemple, pour le Parlement, en Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense que l'une des premières choses sur lesquelles le Parti socialiste doit se concentrer, c'est le décret paysage. Parce que l'éducation, ce n'est pas juste une institution, c'est pas juste une organisation, c'est un droit. Mhm. L'éducation est un droit. Et là, on s'attaque à un droit. On s'attaque pas juste à l'éducation, on s'attaque à un vrai droit des gens. Le droit des gens d'avoir un professeur, d'aller en cours, d'apprendre et d'avoir accès au savoir et en fait à la science. Et ça doit pas être, aux mains d'une seule élite. Ça doit pas être une bulle pardon, qui se dégage du reste de la société. Tout le monde doit avoir droit à la science parce que la science est universelle. Le savoir est universel. À partir du moment où on décide que le savoir n'est plus universel, alors non seulement on s'attaque à un droit, mais on va vers quelque chose d'extrêmement dangereux. On Oui. pourrait parler par exemple de la nouvelle relation. Enfin, le PS est sorti de sa relation un peu toxique avec avec l'EMR. Je t'aime pas. Nanana. Non, non, mais moi, je vois comme ça les choses, tu vois. Un peu relation toxique, un peu Twilight, tu vois. Mais maintenant, on voit une nouvelle relation avec le PTB. Et avec la montée en puissance du PTB, certains appellent à à une collaboration plus étroite entre le PS et le PTB, tandis que d'autres s'y opposent fermement. Quelle est ta position sur un éventuel rapprochement entre ces deux partis politiques de gauche? Et même, si je peux me permettre, est-ce que tu penses qu'il y aura
une grosse coalition de gauche comme il y a pu y avoir en France, par exemple, avec le NFP, avec la première échevine du PTB, c'était à peu près la même question. Du coup, je te la pose aussi à toi. Écoute, déjà pour la relation toxique, je dirais, le dicton dit une de perdue, 10 de retrouvée. Pour la relation avec le PS et le PTB, je pense que Paul Magnette a été très clair, et Ahmed Laouej aussi. Ils ont dit « Nous voulons des coalitions qui soient le plus à gauche possible et le plus progressiste possible. » Le PTB, je le rappelle, n'est pas un parti d'extrême gauche, parce qu'il ne sort pas du du champ. coup, Il ne sort pas. Oui, dis-moi. du coup, pour toi, le PTB n'est pas du tout d'extrême gauche. Non, on pourrait le qualifier de gauche radicale ou de gauche extrême, mais ce n'est pas d'un parti d'extrême gauche. Extrême gauche, ça voudrait dire qu'il sort du champ démocratique. Or, le PTB ne sort pas du champ démocratique. Rien. Donnez-moi une seule citation ou une seule sortie du PTB ces 15-20 dernières années où le PTB émet une potentielle idée d'aller contre la démocratie ou contre les valeurs démocratiques. Il n'y en a pas. En tout cas, à ma connaissance. Maintenant, si quelqu'un en a vu une, qu'il me le dise. Mais en tout cas, à ma connaissance, je ne vois pas du PTB une volonté de nuire à la démocratie. Ce qui n'est pas le cas pour l'extrême droite. L'extrême droite veut clairement nuire à la démocratie. Parce que selon elle, les inégalités sont naturelles. Et parce qu'elles sont naturelles, alors il faudrait les défendre. À gauche, en général, quel que soit notre bord politique, à gauche, on conçoit les inégalités comme étant d'origine sociale. Et parce qu'elles sont d'origine sociale, alors il faut les combattre. Et donc, le PTB s'inscrit dans ça. Il s'inscrit dans la volonté d'égalité et il s'inscrit dans la volonté démocratique. Il est dans le champ démocratique. Dès lors, on ne peut pas dire que le PTB est un parti d'extrême gauche, parce qu'il ne sort pas du champ démocratique. Il est à l'intérieur du champ démocratique. Ou sinon, on aurait déjà eu un cordon sanitaire contre lui, hein, mais ce n'est pas le cas. Et ça, que ce soit à gauche ou à droite, tout le monde reconnaît que le PTB n'est pas d'extrême gauche. Georges Bush lui-même l'a dit dans beaucoup de ses tweets, je pense que tu en as vu même passer toi aussi, beaucoup de ses tweets vont dans ce sens, le PTB n'est pas d'extrême gauche, le PTB ne sort pas du champ démocratique. Aujourd'hui, on voit le MR, même des fois les engagés des filles, dire que le PTB doit être écarté, que le PTB est d'extrême gauche, et quasiment le PTB est les héritiers de Staline. Parce qu'ils ont le seum. Et si je dois le dire crûment, parce qu'ils ont le seum. La relation avec les écolos est compliquée. Encore, faut-il voir à quel niveau de pouvoir on parle. Est-ce qu'on parle au niveau communal, est-ce qu'on parle au niveau régional ou au niveau fédéral? On n'est pas dans les mêmes dynamiques. Mais c'est vrai qu'au niveau communal, ça n'a pas toujours été la joie. Au niveau régional, ça a été parfois compliqué, parfois pas compliqué. Parfois on a réussi à s'entendre, parfois on n'a pas réussi à s'entendre. Enfin bon. À partir de là, on considère donc que le Parti socialiste pourrait être isolé à gauche. La voie du PTB, c'est une voie de sortie. C'est une voie de possibilité. Le truc, c'est que si tu donnes une possibilité à un parti, alors tu ne peux plus lui mettre la pression. Et donc, le MR ne peut plus mettre la pression sur le PS, lui dire ouais, mais au final, avec qui tu vas t'allier si c'est pas avec nous? Bah voilà, avec le PTB. Pourquoi? Parce que le PTB est un parti démocratique. Pourquoi? Parce que le PTB combat les inégalités. À partir du moment où le PTB veut monter au pouvoir, à partir du moment où il est capable de faire des compromis et de s'inscrire dans les négociations et dans les coalitions, le PS, visiblement, n'a pas de problème. Tant qu'il arrive à faire des coalitions, il n'y a pas de problème. On a vu d'ailleurs une sorte de clause anti-PTB, je pense que c'était à Liège, ouais, mais Paul Magnette y avait répondu. Est-ce que tu sais ce qu'il avait dit? Je pense qu'ils ont refusé de signer cette clause. Du coup, du coup, il y a une possibilité que l'accord de coalition s'éclate et qu'on voit par exemple à Liège, une alliance PS, PTB et Vert Ardent qui est du coup le parti écolo, quoi. Je pourrais pas vraiment me prononcer parce que j'ai pas la teneur des discussions. Tout ce que je sais et ce qui a été rendu public, c'est que le PS refusait de signer ces clauses. 1. 2. Le MR n'a pas à dire au PS avec qui il peut s'allier, à partir du moment où ce parti est dans le champ démocratique, ce qui est le cas du PTB. Et 3. Si le MR a des problèmes, qu'il négocie mieux, qu'il fasse de meilleurs compromis, écoute. Mais si un compromis n'est pas trouvé, forcément, on va chercher ailleurs. D'ailleurs, en parlant de possibles alliances avec les extrêmes, même si tu m'as expliqué que le PTB n'est pas d'extrême gauche, on va partir plutôt vers la montée de l'extrême droite. Par exemple, il y a eu plusieurs victoires du Vlaams Belang dans certaines communes en Flandre qui ont brisé le cordon sanitaire. C'est vrai que j'ai vu, par exemple, dans la commune de Randst, ce qui s'était passé.
Le côté positif, c'est que tous les partis ont réagi en disant que c'était inacceptable. Je réagis très mal. Je réagis très mal parce que l'extrême droite est un vrai danger pour le pays en général, hein, et pour les gens en général. En fait, c'est même pas un bord politique, je le considère même pas comme un bord, tout simplement. L'extrême droite va au-delà de tout ce qui est humainement acceptable et moralement acceptable. Il y a rien qui va, il y a rien qui va. Mais le cordon sanitaire doit tenir, et comment est-ce qu'on doit le faire tenir? On doit le faire tenir avec plus de solidarité dans la société, avec plus de combats contre l'extrême droite, en ne les laissant pas prendre le lead dans les discussions, dans les débats publics, ou dans les débats médiatisés, donc dans les journaux infos. Il ne faut pas les laisser imposer leurs thèmes de campagne et leurs thèmes de prédilection, qui sont des thèmes de merde, si je puis me permettre, si je peux utiliser ce mot. Totalement, totalement. Mais chez Urbis, tu peux utiliser tous les mots que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais ce sont, voilà, c'est des thèmes qui en rien ne font avancer la réelle condition des gens en Belgique. Rien. Il ne propose rien pour aider les gens à sortir de la misère, pour aider les gens. En fait, c'est juste de la stigmatisation. Il stigmatise une partie de la population, alors qu'en fait, les vraies personnes qui font du mal à notre pays, ce sont les personnes qui font de la fraude fiscale et qui nous volent 120 milliards 120 par milliards an. de fraude fiscale. 80 à 120 milliards de fraude fiscale. Le fait qu'il y ait une fraude fiscale, je ne l'ai pas beaucoup entendu durant les élections. C'est vrai que c'était compliqué à faire entendre. Compliqué à faire entendre parce que, et là on sort un petit peu du cadre de l'extrême droite, on vient au MR. C'est vrai que le MR a beaucoup joué sur les chômeurs. Les sorties de Georges Boucher ont souvent éclipsé d'autres débats qui étaient beaucoup plus importants, je pense. Maintenant, c'est une réalité. En Belgique, il y a une fraude fiscale qui est extrêmement importante. On vole à notre pays entre 80 à 120 milliards par an. Et ça, c'est dramatique. Parce que quand je vois les réactions du MR, je les vois souvent parler de fraude sociale. La fraude sociale s'élève à environ 30 millions par an en Belgique. 30 millions, 120 milliards. Pour donner un chiffre encore plus pour essayer de permettre aux gens de s'imaginer un petit peu les choses, c'est comme si vous aviez deux personnes qui vous devaient de l'argent. Il y en a une qui vous doit 12 euros et l'autre qui vous doit 12 000 euros. Votre ordre de priorité, c'est d'aller récupérer votre argent chez qui en premier? Toi, Urbiz. Chez qui tu vas récupérer ton argent en premier? Ah, mais directement, c'est un gars qui me doit 120 000 balles, quoi. Bah oui. Oui. Celui qui te doit 12 euros, ok, il te les doit, mais ça peut encore attendre. Il y a 120 milliards à côté qui sont en jeu. Les agriculteurs. Ok? Oui. Est-ce que tu es prêt pour ce sujet? Oui, dis-moi. Les agriculteurs belges prévoient de nouvelles mobilisations face aux difficultés du secteur. Comment le PS peut-il soutenir ces travailleurs et proposer des solutions durables pour l'agriculture en Belgique? Par exemple, ces temps-ci, on parle beaucoup du Mercosur, etc. Est-ce que tu peux déjà expliquer c'est quoi et expliquer du coup, répondre aux questions par rapport à ça? Bah alors, le Mercosur, tout simplement, c'est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, principalement avec des pays comme l'Argentine ou le Brésil, par exemple. C'est un traité qui va totalement ruiner notre agriculture. Tout simplement parce que les normes ne sont pas les mêmes. Nous avons des normes en Europe et en Belgique qui sont beaucoup plus élevées, qui ont beaucoup plus d'exigences et qui permettent d'avoir des produits de qualité. Les normes en Amérique latine ne sont pas les mêmes. Les normes en matière bovine, en matière d'élevage, en matière d'utilisation d'OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, etc., n'ont rien à voir avec ce que en Belgique nous faisons et ce que en Europe nous faisons. Et malheureusement, ça va juste non seulement aller contre le Green Deal, donc le pacte vert, ça crée de la pollution. L'élevage bovin, surtout intensif comme ça se passe sur le continent américain en général, mais là on parle de l'Amérique latine, est catastrophique. La manière dont les animaux sont élevés, c'est catastrophique. La manière dont les agricultures vont se faire sont catastrophiques aussi. Il y a l'utilisation de produits qui sont interdits en Europe. J'avais parlé des OGM par exemple. Et ça va imposer à l'Union européenne d'importer de l'Amérique latine des produits que nous produisons déjà chez nous, avec une meilleure qualité. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement de permettre aux entreprises d'avoir accès à un marché d'un peu plus de 230 millions d'habitants en Amérique latine. Encore une fois, c'est pas social. Ça, c'est encore une fois libéral. Parce qu'on a un contrôle qui est tip-top. Il peut certes être amélioré, mais on a un contrôle qui nous assure une alimentation de qualité. À un marché qui n'a pas les mêmes normes que nous,
qui n'élèvent pas la même chose que nous, qui utilisent des produits qui nous sont interdits, et tout ça pourquoi? Pour que les entreprises aient accès à leur marché. Donc là, on tourne autour de l'argent, on ne tourne plus autour d'impacts sociaux, de polémiques sociales qui sont réellement importantes, à savoir le changement climatique, à savoir l'agriculture, à savoir l'alimentation de bonne qualité pour tous les citoyens européens, mais pour l'instant on parle de la Belgique, donc pour les Belges. Donc on sacrifie ça pour que des entreprises fassent de l'argent et des profits en Amérique latine. Comment est-ce que le Parti socialiste peut soutenir? Il peut soutenir, en refusant le Mercosur, ce qu'on fait. 2, en améliorant nos normes pour qu'elles soient encore plus résistantes face à l'international. 3, en soutenant les petits agriculteurs avec des subsides, par exemple. Ce sont des choses qui se sont déjà faites. 4, en promouvant tout ce qui est circuit court et l'agriculture locale, la production locale. Et 5, continuer à aller en manifestation avec les agriculteurs et les soutenir. Et surtout les écouter. D'ailleurs, quel est le gros problème selon toi dans l'agriculture en Belgique? Les agriculteurs ne sont pas écoutés, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et c'est dû, Les agriculteurs sont pas écoutés. C'est dû à quoi, selon toi? Je serais tenté de dire que c'est dû au marché international, tout simplement, au profit et à la volonté des entreprises d'avoir accès à des marchés pour se faire de l'argent. Mais maintenant, à quel prix? À quel prix, tout simplement? D'ailleurs, on va partir sur quelque chose d'encore plus polémique. J'adore ça, franchement. Le débat sur l'avortement. Alors, les propos récents du pape François sur l'avortement ont suscité des réactions en Belgique. Quelle est ta position sur ce sujet et comment le socialisme peut-il défendre les droits des femmes dans ce contexte? Alors, pour moi, il n'y a pas de débat sur l'avortement. L'avortement a été légalisé, c'est fini. À partir de là, c'est fini. L'avortement est un droit. À partir du moment où c'est un droit, on n'y touche plus. Pour moi, il n'y a même pas de débat sur l'avortement. Il n'y a même pas à avoir un débat, parce qu'à partir du moment où on a un débat, c'est-à-dire qu'on, d'une certaine manière, et ça c'est ma vision, qu'on envisage la possibilité d'une autre option que d'avoir accès pur et simple à l'avortement. Pour moi, c'est pas acceptable. Et donc ça s'arrête là. Et c'est le Parti socialiste qui a mené ce combat. Et c'est comme ça que les socialistes s'inscrivent dans les combats pour le droit des femmes. Par exemple, demain, du coup, dimanche, on a la manifestation pour tout ce qui est droit des femmes, et nous y serons, comme toujours. Et nous continuerons à manifester, et nous continuerons à plaider dans les parlements, quels que soient les parlements, pour que les droits soient respectés, pour que les choses se fassent de manière concrète, et que les droits ne soient pas régressés. L'avortement n'est pas un débat, tout simplement. Et le droit des femmes, en soi, n'est même pas un débat. Il n'y a même pas à avoir de débat là-dessus. Du coup, tu ne comprends pas pourquoi les autres partis traditionnels ont voté contre l'allongement du droit à l'avortement. Dans une perspective historique, je peux le comprendre. L'histoire du parti, etc., c'est quelque chose que je peux concevoir au vu de l'histoire de certains partis politiques. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que je peux le concevoir? Non. Tout simplement, non. Le PS a récemment été au cœur de nombreuses polémiques internes, que ce soit concernant sa direction ou alors ses relations politiques. Les partisans de partis de gauche ont d'ailleurs souvent accusé le PS d'être un parti favorisant plutôt la droite que la gauche. On peut aussi parler sur beaucoup des polémiques par rapport à la corruption. On peut parler d'ailleurs récemment de la polémique sur le CPAS d'Anderlecht, si je dis pas de bêtises. Comment perçois-tu ces polémiques et ces débats et comment penses-tu que ça affecte la crédibilité à gauche du parti auprès des jeunes électeurs? Sur la réponse du PS qui serait favorisant la droite plutôt que la gauche, il faut savoir qu'il y a en Belgique francophone, je précise, il y a 3 partis à gauche, le PTB, le PS et Écolo. Pendant longtemps, le PTB n'a pas voulu monter au gouvernement. Il a toujours refusé. Ça fait un parti en moins. Donc il n'y a que 2 partis à gauche. Écolo et PS. Écolo, dans certaines communes, si on parle du niveau communal, a fait des alliances avec le MR, de même que le PS a fait des alliances avec le MR, et dans d'autres communes, ils ont fait alliance PS Écolo. Au niveau régional, on a favorisé, encore une fois, des coalitions à gauche,
La dernière législature, d'ailleurs, s'est faite avec l'écolo. Donc PS, écolo, il y avait MR en Wallonie par exemple, mais il y avait quand même PS écolo. Donc il y avait quand même toujours un axe gauche majoritaire. Donc dire que le PS préfère ou favorise la droite, c'est faux. Ce qu'il favorise, c'est des coalitions dans lesquelles il va pouvoir s'inscrire, mener des combats et empêcher des régressions. Maintenant, on ne peut pas obliger un parti à monter au pouvoir avec nous. Par exemple, le cas des Verts. Le cas des Verts, donc au niveau communal, là on parle, le PS a eu la majorité absolue. Écolo a publiquement dit « Nous ne monterons pas en majorité avec le PS ». On peut pas obliger Écolo à monter en majorité. Écolo a dit publiquement, d'ailleurs en interview je pense, qu'il ne monterait pas en majorité avec le PS. À partir de là, on ne peut pas les obliger à monter en majorité avec nous. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il ne veut pas monter en majorité, nous devons rester dans notre coin et aller en opposition parce que Écolo, de son bon vouloir, n'a pas voulu monter en majorité avec nous. À un moment, il faut aussi voir que le PS a eu ses voix, le PS est monté au pouvoir, avec quel que soit le parti, s'est inscrit dans une coalition et dans des négociations, et se bat pour empêcher les régressions. C'est pas parfait. Comme je l'ai dit, rien n'est jamais parfait. Mais si on n'a pas un parti qui monte pour en tout cas empêcher ces régressions, alors on n'a rien. Tout simplement. Sauf si la coalition en cause a des valeurs qui sont beaucoup trop à l'opposé des valeurs socialistes. Par exemple, la coalition Arizona dans laquelle se trouve la NVA, qui a des valeurs totalement opposées avec le PS et sur lesquelles on ne peut pas s'entendre de toute façon. Donc ça, là, on est dans une coalition qui est impossible. D'ailleurs, est-ce que tu saurais m'expliquer c'est quoi cette animosité entre le PS et la NVA qui refuse, d'ailleurs, on l'a vu avec la formation du gouvernement bruxellois, où le PS a mis son veto sur le fait que la NVA monte dans le gouvernement néerlandais. En fait, l'animosité, il n'y a pas vraiment d'animosité, si ce n'est idéologiquement, ça ne colle pas. Idéologiquement, ça ne colle pas. Il n'y a rien dans les points de programme de l'un ou l'autre des partis qui va ensemble. En fait, c'est juste un mariage pas possible. C'est juste un mariage pas possible. Le PS promeut le social, la NVA ne la promeut pas. Le PS promeut le service public, la NVA ne la promeut pas. Le PS promeut plutôt tout ce qui est achat public, entrepreneuriat public, investissement public, la NVA ne le promeut pas. Le PS promeut l'augmentation des salaires et le droit des travailleurs à se défendre contre les employeurs. La NVA ne le promeut pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur les points de programme. Donc, est-ce que c'est de l'animosité? Non, en fait, c'est juste une idéologie qui n'a rien à voir avec la nôtre. Tout simplement. Et pour revenir sur les polémiques de corruption, il faut combattre la corruption coûte que coûte. Il faut tout faire pour combattre la corruption, et ce, de quelque bord politique que ce soit. 2, il faut comprendre d'où émane la corruption. Par définition, la corruption, c'est pour influencer une personne à faire ce qu'on veut. On n'influence pas une personne si c'est personne. Autrement dit, si elle n'est pas au pouvoir. Donc, le PS a, oui, eu des polémiques de corruption, c'est bien dommage, je les regrette, et il faut continuer à les combattre impérativement, il faut tout faire pour combattre la corruption. Tous les partis politiques qui ont un jour été au pouvoir ont aussi eu des problèmes de corruption, et la corruption, c'est un choix. C'est un choix des personnes qui se laissent corrompre. Et c'est là où il faut attaquer. Il faut comprendre que quand on a un mandat, quel qu'il soit, c'est un mandat au service des gens. Pas au service d'intérêts personnels, au service de l'intérêt public. Et tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas conscientisé ça concrètement, tant qu'on ne l'a pas compris, et tant qu'on ne s'est pas inscrit dans une logique de devoir et de don de soi à un mandat que nous avons choisi, alors malheureusement la corruption continuera. Mais parce que la corruption continue, alors nous devons continuer aussi à la combattre. Tout simplement. Tout simplement. Merci Bilal. Dernière question. Avec les défis actuels et les dynamiques politiques changeantes, comment vois-tu l'avenir du socialisme en Belgique? Quelles réformes ou adaptations seraient nécessaires pour que le PS reste pertinent et attractif pour les nouvelles générations? Bah écoute, je le vois solide et solidaire. Solide et solidaire, c'est pas juste un slogan. Solide et solidaire, c'est un vrai terme. Solide, parce que la société doit être solide. Solide parce que, malheureusement,
l'extrême droite est en train de monter partout en Europe. Et parce qu'elle est en train de monter partout en Europe, parce qu'elle est en train de diviser les sociétés, parce qu'elle est en train de monter les groupes sociaux entre eux, alors nous avons besoin en Belgique d'une société qui soit solide. Solide dans ses principes, solide dans ses valeurs, solide dans son avenir et solide dans ce qu'elle veut faire pour son avenir. Et ensuite, nous avons la deuxième partie, solidaire. Solidaire, c'est pas juste un mot pour faire beau. Solidaire, ça a une vraie signification en Belgique. Parce que notre système social est basé sur la solidarité, sur la cotisation sociale, sur la sécurité sociale. Ensemble, nous construisons un monde qui est solide et solidaire. On cotise pour solidifier notre société contre les dangers de l'extrême droite, contre les dangers de la division, contre les dangers de ce qui va contre notre slogan national, l'union fait la force. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. L'union fait la force. Et parce que l'union fait la force, alors notre union doit être solide. Et parce qu'elle est solide, alors elle doit être solidaire. Ok. En tout cas, Bilal, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir, avec plaisir. Un dernier mot? Un dernier mot. La lutte continue, tout simplement. La lutte continue. Et j'espère que dans 5 ans, on se rendra compte que malheureusement, ou heureusement, le MR et les engagés n'apportent rien de bon à ce pays. Et qu'une touche de social ne serait pas négatif. En tout cas, merci Bilal d'avoir accepté cette interview. Je vous retrouve, mes chers auditeurs, peut-être la semaine prochaine. Tchuss.